Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous adorez, c'est les impôts. Et on va regarder comment payer le moins d'impôts possible. Forcément, quand on fait de l'investissement IMO, la fiscalité, c'est toujours quelque chose qui fait peur. Heureusement, il y a plein de systèmes pour payer moins d'impôts. On va regarder ça ensemble tout de suite. Et on va aller sur mon écran. Alors, les trois principales méthodes pour payer moins d'impôts. Avant, on va faire un petit rappel sur le calcul de l'impôt. Pas que ce soit très compliqué, mais il y a quand même 2-3 petites subtilités à avoir, notamment sur l'une des 2 composantes d'un impôt. Les 2 éléments qu'on utilise pour calculer un impôt, ça va toujours être le taux d'imposition. En général, là-dessus, il y a pas de souci. Le taux d'imposition, ça peut être soit votre tranche marginale d'imposition, soit l'impôt sur les sociétés, soit le taux de la flat tax. Et ça, en fait, on va le multiplier par ce qu'on appelle la base imposable ou l'assiette imposable. Et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué à calculer parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va souvent partir d'un revenu brut. Ça peut être votre salaire, ça peut être des loyers. Et à partir de ce revenu brut, en fait, on va déduire un certain nombre de choses. Et dans cette déduction, on remarque 2 grandes familles. La première famille, ça va être la famille des forfaits. Donc, en fait, on va pas s'embêter à compter les charges. On va déduire des forfaits de 10% par exemple sur le salaire. Vous ne payez des impôts que sur 90% de votre salaire. Et ça peut être aussi 30% pour de la location nue, 50% pour de la location meublée. Donc, l'idée, c'est de dire, je prends mes revenus bruts, j'enlève ce forfait et je paye des impôts en multipliant le taux d'imposition fois la base qui reste du coup après déduction de ce forfait. Ça, c'est la première méthode, on se prend pas la tête. Et ensuite, il y a la deuxième méthode qui peut être super intéressante, en particulier dans l'immobilier, c'est de se mettre au réel. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de forfait, mais par contre, on va compter toutes les charges qu'on va dépenser pour notre investissement immobilier. Ça se fait aussi pour vos revenus salariés d'ailleurs. Vous avez le choix de vous mettre sur des frais réels. Ça peut être utile par exemple pour des gens qui prennent le train pour aller travailler tous les jours. Si vous pensez que vos frais sont supérieurs à 10% de vos salaires, vous pouvez faire ça et ça vous permettra de payer moins d'impôts. Et c'est le même principe dans l'immobilier. On va se mettre à compter toutes les charges. Ça va venir réduire en fait nos loyers, ça va réduire notre base imposable et ça va permettre de payer moins d'impôts. Une fois qu'on a vu ça, en fait, on comprend un petit peu que l'idée, c'est souvent de réduire sa base imposable. Parce qu'en fait, le taux d'imposition, lui, il bouge pas trop. Alors, on peut essayer de jouer sur ses revenus pour avoir une tranche marginale d'imposition qui est plus ou moins élevée. Mais globalement, on peut pas faire grand-chose là-dessus. Donc, l'idée pour réduire son impôt, c'est de réduire la base imposable. Donc, d'avoir le plus de choses à déduire possible. Et pour avoir le plus de choses à déduire, la première solution, c'est de faire des travaux. Alors faire des travaux, c'est super parce que déjà, ça permet d'acheter moins cher, donc d'avoir des meilleurs rendements locatifs, d'avoir des plus-values latentes sur notre bien. Ça permet de mettre en valeur l'appartement. Et ça a aussi un énorme avantage fiscal parce qu'en fait, tous les travaux qu'on va faire, presque tous, on y reviendra après, vont être déductibles et vont pouvoir réduire notre base imposable. Ça, évidemment, ça marche que dans le cas des régimes au réel. Donc, quand on est au forfait, c'est pas valide. Mais quand on est au réel, que ce soit pour de la location nue, de la location meublée ou via une SCI, ça fonctionne de la même façon. On va pouvoir déduire nos travaux. Et l'idée, ça va être de réduire cette base imposable à zéro. Et là, en fait, peu importe le taux d'imposition qu'on a, ce taux fois zéro, ça fera toujours zéro. Si on prend un petit exemple simplifié, l'idée ici, c'est juste de voir l'impact des travaux. En réalité, on aura aussi d'autres charges, les intérêts d'emprunt, les assurances, la comptabilité qui vont venir encore réduire du coup cette base imposable. Mais juste pour voir l'impact des travaux, si on fait un achat avec 30 000 euros de travaux et que c'est un appartement qu'on loue 500 euros par mois, ça nous fait 6 000 euros à l'année. On avait 30 000 euros de travaux, donc en fait, ils vont effacer les impôts pendant 5 ans. Donc ça, c'est juste l'impact des travaux. En réalité, on aura peut-être 6, 7, 8, 9, 10 ans sans impôts parce qu'on aura d'autres charges à déduire. Mais on voit que ces travaux-là, non seulement ils vont mettre en valeur notre bien, et en plus, ils vont nous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc c'est quand même assez sympa. Là où il faut faire attention, c'est que les travaux déductibles, c'est pas forcément les mêmes en fonction du régime fiscal. En particulier pour de la location nue, on est un petit peu plus limité sur les travaux qu'on a le droit de déduire. Tout ce qui est travaux d'agrandissement, par exemple, ça va pas être déductible pour de la location nue, donc il faut faire attention à ça. La deuxième méthode qui marche très bien, c'est de faire de la location meublée, le fameux LMNP. Pourquoi est-ce que c'est bien? Alors on va toujours avoir les travaux, ça va fonctionner, mais on va aussi avoir l'amortissement. L'amortissement, en fait, c'est une charge fictive. On va dire comptablement qu'en fait, notre appartement perd de la valeur, alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse. Il a plutôt tendance à en prendre, mais le système est fait comme ça.
Donc on estime que le bien perd de la valeur dans le temps et du coup, en fait, cette perte de valeur, on va dire que c'est une charge qui va venir réduire en fait notre base imposable. On va le déduire de nos loyers, ça va nous permettre de réduire nos impôts. En général, ce qui se passe, c'est que sur un achat, on a une quote-part de terrain qui varie entre 10 et 20 en fonction des zones. Cette quote-part de terrain n'est pas amortissable et tout le reste, le bâti, et là, du coup, ça va venir s'amortir, ça va venir nous faire cette charge fictive qui n'est pas vraiment dépensée et qui va réduire notre base imposable et donc nos impôts. L'avantage aussi du LMNP, c'est qu'on a plus de charges déductibles, notamment en termes de travaux, comme on l'a vu juste avant, et on va aussi avoir par exemple les frais d'agence et les frais de notaire qui vont pouvoir être déductibles. Et donc ça, pareil, ça va faire plusieurs mois, plusieurs années sans impôt, donc c'est assez sympa. Si on reprend un petit exemple simplifié de notre appartement à 100 000 euros, qui a un loyer de 6 000 euros par an, admettons qu'on amortisse 90 000 euros, 90% donc de la valeur du bien. Ça va nous permettre de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans, parce que 10 fois 6, ça va nous faire 60 000. Et ensuite, on aura un impôt un peu plus modéré. Et je dis ça parce que là, je rentre pas dans le détail du calcul. Je vous invite à faire vos simulations sur le simulateur de fiscalité d'e-box pour voir ça. Mais l'amortissement, en fait, ça se fait par composante. Des fois, on voit des simplifications où on dit, en fait, on a 100 000 euros amortis sur 20 ans. Ça fait donc 5 000 euros par an. Et puis on fait le calcul comme ça. En réalité, le bien il va être découpé en plusieurs composantes, le gros œuvre, l'étanchéité, l'agencement, la façade, etc. Chaque composante va représenter un pourcentage du prix total et chaque composante va être amortie sur une durée plus ou moins longue. On va avoir des choses sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Ce qui fait que l'amortissement, il est très fort au début parce que tout s'amortit et à partir de 10 ans, en général, il commence à baisser un petit peu. C'est pour ça qu'on peut se mettre à payer des impôts, mais on en aura toujours moins parce qu'on aura un petit peu d'amortissement qui restera tout de même assez longtemps. Donc voilà sur cette partie LMNP, très très bonne méthode quand même. Ça permet de déduire plein de choses et d'avoir l'amortissement. Et une autre solution qui est hyper utilisée aussi par les investisseurs, c'est la fameuse SCI LIS. La SCI LIS, c'est très intéressant parce que du coup, on va avoir comme le LMNP de l'amortissement, beaucoup de charges, et on va aussi avoir un taux d'imposition qui est assez faible. On va avoir 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et là, on parle bien de bénéfices, on ne parle pas de loyer. Donc c'est en fait notre base imposable, notre bénéfice, une fois qu'on aura déduit toutes nos charges. Donc, pour arriver à 42 500 euros de bénéfices, il faut avoir des loyers qui sont peut-être à 50, 60, 70 000 euros. Ça va dépendre de vos charges. Et donc, en général, on ne les atteint pas. Très souvent, on va rester à 15%. Et du coup, même quand on va arriver peut-être après 10 ans avec une petite base imposable, on ne va payer que 15%, ce qui est beaucoup moins élevé que ce qu'on a en nom propre. Ou non propre, on va déjà avoir 17,2 juste de prélèvements sociaux. Donc, on est déjà au-dessus. Et ensuite, vous allez rajouter votre tranche marginale d'imposition qui peut être à 11, à 30, à 41%. Et donc, on arrive sur quasiment 50% d'imposition pour quelqu'un qui serait sur une TNI à 30% par exemple. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Ça, c'est très intéressant sur la SCI-LIS. Et le gros avantage, c'est que si jamais un jour vous achetez un logement loué en nu, la SCI-LIS, c'est une super solution parce que qui dit logement loué dit pas de travaux, assez compliqués, ou en tout cas pas de gros travaux. Et qui dit logement loué en nu, il dit pas de meubles, donc pas de bail meublé. On peut toujours essayer de négocier avec le locataire pour voir s'il veut pas changer son bail, qu'on lui mette des meubles, mais c'est toujours quand même un peu le bazar et des fois ils comprennent pas trop pourquoi il devrait faire ça et pourquoi il devrait vous rendre service. Ça se fait, mais c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que du coup, la SCI LIS, ça reste une super solution dans le cas des logements loués en nu. Là où il faut faire attention sur la SCI LIS, c'est que c'est une société, donc c'est une personne différente de vous, c'est une personne morale. La société a son propre compte bancaire, c'est elle qui paye ses impôts et c'est elle qui possède l'argent. Donc ensuite, vous pouvez réutiliser cet argent pour le bienfait de la société. Vous pouvez le réutiliser pour réinvestir. Donc ça, c'est super quand on veut construire du patrimoine. Mais si vous voulez vous le verser et l'avoir dans la poche, et là, en général, il faudra se verser des dividendes et payer la flat tax. Il y a des méthodes qui permettent de récupérer de l'argent de la SCI avec des indemnités kilométriques, avec des frais, etc. Ça reste limité. Si vous avez une SCI qui fait beaucoup d'argent, vous n'allez pas pouvoir tout récupérer via ces méthodes-là. Et il y a un moment où il faudra payer de l'impôt, il faut l'avoir en tête. Le deuxième inconvénient de la SCI, c'est qu'on a une très forte imposition le jour de la revente. Tous ces amortissements qu'on a utilisés pour ne pas payer d'impôts pendant la location, pendant la détention, ils vont être réutilisés dans l'autre sens le jour de la revente. Et donc, on va un peu payer les impôts qu'on n'a pas payés pendant toutes nos années de location. Ça, on peut se dire que c'est grave. En réalité, ça n'est pas tant que ça.
pour deux raisons. La première, c'est que déjà, valeur de l'argent dans le temps, ça je le dis assez souvent, il vaut mieux payer le plus tard possible parce que plus on paye tard et moins l'argent a de valeur. Donc il vaut mieux ne pas payer d'impôts aujourd'hui et puis en payer plus tard. Et ça permet aussi en fait de se construire du patrimoine au début, de réinvestir, de pas avoir beaucoup d'impôts pendant toute cette phase où on ne vend pas. Et puis finalement, le jour où on a un patrimoine qui est un peu plus mature, qui est un peu plus gros et qu'on se met à revendre, et ben logiquement, on a les moyens de payer cet impôt et du coup, on a déjà construit notre patrimoine, donc c'est plutôt pas mal. Ça arrive au moment en fait où on le choisit déjà premièrement et à un moment où normalement le patrimoine est déjà un peu plus construit, un petit peu plus gros. Donc voilà les trois méthodes qui permettent de ne pas trop payer d'impôts sur ses revenus locatifs. Vous voyez qu'il y a plein de solutions. En général, quand on se débrouille bien, on paye jamais vraiment d'impôts parce que l'idée, ça va être d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre au moment où on se met à payer de l'impôt et de faire tourner un petit peu son patrimoine comme ça. Donc quand on se débrouille bien, la fiscalité, en fait, c'est pas vraiment un problème. Si vous avez d'autres méthodes pour ne pas payer d'impôts, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, dites-le moi aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.